Manon Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de philosophie féministe, et vous avez écrit cet essai « On ne n'est pas soumise, on le devient », dans lequel vous expliquez que pour comprendre la domination masculine, pour la penser, il faut d'abord comprendre ce qui se cache dans la soumission féminine. Pourquoi est-ce que ce phénomène très ordinaire est une problématique philosophique ? Alors déjà, il faut reconnaître que c'est un phénomène très ordinaire, donc ça fait partie vraiment des apports de mon concept, de dire en fait, on a toujours l'impression que la soumission c'est l'affaire des autres. En fait, quand on est une femme, c'est notre affaire, c'est l'affaire de toutes les femmes d'une manière ou d'une autre. Pourquoi on a besoin d'une approche philosophique? Parce qu'en fait, la philosophie nous permet de penser la vie ordinaire et de penser des continuités, des identités, et qu'en fait c'est très difficile de comprendre que il y a quelque chose comme la soumission et que c'est quelque chose qu'on partage toutes, pour laquelle on est élevé, alors plus ou moins, mais qu'en fait il n'y a pas de femmes qui ne sont pas soumises du tout. Parce qu'à partir du moment où on est une femme dans la société, on est programmé pour la soumission et que c'est très difficile de s'en extraire et d'y résister, de trouver d'autres modes d'être. Et ça, la philosophie nous permet de le décrire, de le problématiser, de faire surgir à partir de ce qu'il y a d'évident dans la vie ordinaire, des raisons de s'étonner et de voir qu'il y a des problèmes. Précisément, quelles seraient les caractéristiques qui permettraient de dire tiens, cette femme n'est pas soumise ou plus soumise à la domination masculine ? Je pense que c'est incompatible le terme. Enfin, si on reconnaît quelqu'un comme une femme, c'est quand même qu'on reconnaît dans cette personne quelque chose de l'ordre de la soumission. Après, on peut lutter contre cette soumission et réussir à s'en libérer, mais en fait, de même que je pense qu'on ne naît pas soumise et qu'on le devient au sens où c'est une construction sociale et une influence des normes de genre dans notre société, de même, je pense qu'on ne peut pas ne pas être soumise, on peut travailler à l'être le moins possible, mais que c'est tout le temps un effort, parce qu'en fait, ne pas se soumettre, enfin, ne pas être soumise, c'est pas être libre une bonne fois pour toutes, c'est constamment, chaque jour, lutter contre toutes les bonnes raisons qu'on pourrait avoir de se soumettre. Et ça, c'est vraiment un truc que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est rationnel pour les femmes de se soumettre. D'une part parce qu'elles sont programmées pour ça, et d'autre part parce que, donc dans l'éducation, etc., mais d'autre part parce que tout est fait pour qu'elles y trouvent du plaisir et des avantages. Et que quand on imagine qu'en fait les humains se comportent un peu avec des analyses coût-bénéfice, qui se disent, bah voilà, si je veux faire ça, je risque ça et je pourrais gagner ça. Mais en fait, quand on fait des analyses coût-bénéfice, c'est vraiment rationnel pour les femmes de se soumettre. C'est pas du tout, et ça c'est vraiment un cliché qui a été utilisé pour invisibiliser et inférioriser les femmes, de dire elles sont tellement irrationnelles qu'elles se soumettent, alors que c'est rationnel dans l'organisation patriarcale de la société de se soumettre. Avec ce moment clé quand même qui est le moment de la puberté. C'est un des trucs dont je parle dans le livre, c'est la façon dont dont on devient femme, qui est une façon incorporée, ça a à voir avec ce que c'est que d'avoir un corps de femme. Et donc dans ce livre, je m'appuie beaucoup sur la philosophie de Simone de Beauvoir, et je me sers de cette analyse pour montrer qu'en fait, devenir femme, c'est prendre conscience qu'on a un corps que les hommes considèrent comme un objet sexuel. Dit comme ça, on peut se dire, ah oui, ça fait vraiment des trucs de féministes énervées, etc. Mais en fait, c'est très intéressant parce que une expérience, les sociologues montrent que, en fait, des sociologues ont montré que ce que raconte Beauvoir de la puberté féminine est en fait une expérience encore aujourd'hui complètement partagée, mais qui est de dire que voilà, la petite fille, la toute jeune fille se met à avoir un corps qui se transforme, des seins, des fesses, des hanches, voilà, que c'est un processus, et que c'est un processus qui est en général antérieur à sa prise de conscience sexuelle, érotique. D'abord, elle se transforme, elle se dit un peu genre « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» et tout. Et que c'est un processus un peu bizarre, mais qui n'a pas de sens tellement pour elle, jusqu'au moment où
elle se fait emmerder dans la rue pour la première fois ou rappelée à l'ordre dans une réunion de famille par l'oncle libidineux ou un truc comme ça. Et que, en fait, devenir une femme, c'est aussi tout d'un coup se savoir regarder par les hommes. Et en fait, devenir un corps sexué, non pas parce que soi-même on se met à avoir du désir sexuel, un certain érotisme, etc., mais d'abord parce qu'on est constitué de l'extérieur comme un objet sexuel. C'est pas notre identité. Voilà, c'est pas. Et donc en fait, ça c'est hyper compliqué pour les femmes, c'est que avant même d'être des sujets, elles sont des objets sexuels. Et que donc il va falloir ensuite faire tout un travail de reconquête de soi, mais qui est hyper difficile et qui est fondé sur un sentiment d'aliénation, de se dire mais est-ce que ces fesses, ces seins, tout ça c'est vraiment moi ? Pourquoi tout d'un coup cette attention qui a l'air d'avoir rien à voir avec moi ? Et ça c'est une des raisons qui explique que ce soit si difficile, enfin que le fait d'être un sujet soit moins évident et allant de soi pour une femme que pour un homme, parce que le fait d'être femme, c'est d'abord le fait de se sentir objet. Et en fait, la plupart des hommes, ils se sentent pas d'abord objet. Et d'ailleurs, quand ça leur arrive qu'une fille ou qu'un homme les siffle dans la rue, ils disent « mais c'est hyper bizarre », alors qu'il y a une expérience commune de cette objectification pour les femmes et qui est antérieure à l'expérience d'être un sujet sexué. Exactement. Et dans la reconquête de soi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, je dirais, c'est le concept de consentement notamment. Pouvez-vous expliquer l'importance de ce concept, la manière dont il est développé, politiquement mis en place aux États-Unis, ce qui se passe en Europe ? Alors, en fait, moi, j'ai vraiment deux usages du concept de consentement dans mon livre. Il y en a un qui est, quand je parle de consentement à la soumission. En fait, ce que je veux dire par parler de consentement à la soumission, c'est que je pense un des problèmes dans la façon dont la soumission féminine a été traitée par les antiféministes, etc., c'était de dire, vous voyez, en fait, elles choisissent de se soumettre, donc c'est de leur faute, elles sont responsables, et en fait, les conséquences ne regardent qu'elles. Ce qui est sexiste comme... Voilà, ce qui est vraiment sexiste et problématique, et moi, c'était là-dessus que je voulais travailler. Je voulais dire, voilà, comment ça se fait qu'il y a cette idée que c'est de la faute des femmes, etc. Donc, comment on tient ensemble l'intuition que les femmes ont une forme de choix, peut-être, et en même temps, le fait qu'on voit bien que c'est pas comme choisir entre du thé et du café, entre un t-shirt jaune et un t-shirt rouge. Et c'est pour ça que je pense que le concept de consentement est utile, parce qu'en fait, on a cette idée dans le concept de consentement il dit que quelque chose nous est proposé et qu'on dit oui ou qu'on dit non. Et en fait, pour les femmes, la soumission, c'est ce qui leur est proposé. C'est le programme par défaut qui est en face d'elles. Et donc, elles n'ont rien à faire pour se soumettre. Il leur suffit d'aller de suivre le courant, quoi. Et alors que pour les hommes, être libre, c'est suivre le courant. Et donc, en fait, pour les femmes, être libre, c'est vraiment un combat contre ce qui est proposé. Donc ça, c'est une première raison d'utiliser le concept de consentement. Il y a un autre usage du concept de consentement qui est le cas du consentement sexuel. Et moi, c'est vrai que personnellement, j'ai pris position pour l'idée qu'il faudrait changer la norme du consentement sexuel en disant ça suffit pas de ne pas avoir dit non, il faudrait avoir dit vraiment oui. Parce que je pense qu'il faut comprendre que les femmes sont socialisées à être soumises, à être gentilles, à être compréhensive et tout ça avec les hommes, de telle sorte que les hommes pensent qu'elles disent oui quand elles ne disent pas oui, parce qu'elles sont socialisées à ne pas leur dire non. Et donc en fait, pour les femmes, ça a un coût énorme de devoir dire « Ah non, mais là, en fait, j'ai pas envie, on arrête ». Et il y a une différence de perception entre les femmes et les hommes de ce que c'est que le désir des femmes. Et donc je pense qu'au lieu d'avoir une sorte de conception négative du consentement qui est simplement ne pas avoir dit non, il faudrait dire il faut que le consentement soit actif au sens où il permette de parler du désir et donc de dire je ne consens que si j'ai vraiment dit oui. Parce que pour une femme, ça coûte moins cher de ne pas dire oui que d'avoir à dire non, d'être celle qui résiste, parce qu'on est programmé précisément pour ne pas être celle qui résiste. Encore beaucoup de choses à dire, mais oui. le temps coule. Merci beaucoup Manon Garcia. Merci à vous. Merci, à bientôt.